Le Ramesséum est un monument sur lequel nous travaillons maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Alors c'est un monument qui couvre quand même 10 hectares, donc c'est un grand monument qui comprend à la fois un temple qui est construit en pierre et puis tout un ensemble de bâtiments qui l'entourent sur 3 de ses côtés et qui sont surtout des bâtiments administratifs, économiques, donc ce qu'on appelle un peu le complexe économico-administratif du Ramesséum, donc tout un ensemble de bâtiments qui permettait finalement à ce temple aussi de fonctionner. En fait, donc c'est un monument assez considérable en étendue et où il y a évidemment un énorme travail à gérer puisqu'il y a à la fois des fouilles archéologiques, des relevés épigraphiques, iconographiques, il y a aussi des relevés architecturaux bien sûr, et puis il y a tout un ensemble de travaux qui sont plus des travaux de restauration, de conservation, de protection, si vous voulez, à la fois du temple de pierre, mais aussi de toutes ses dépendances en bris de terre crue. Vous savez, un chantier comme celui-ci, d'abord, il part d'objectifs, c'est-à-dire pourquoi travailler au Ramesséum plutôt que dans une tombe ou plutôt que dans un autre monument. Il est sûr qu'il y a une préoccupation égyptologique au départ. Bon. Pour moi, c'était surtout quand même le fait de mieux comprendre comment pouvait fonctionner un véritable château de millions d'années. Donc évidemment, on connaissait ces fameux temples de culte royal, on se posait beaucoup de questions à leur sujet. Fallait-il encore essayer de mieux comprendre quel était leur fonctionnement, leur gestion, finalement, durant le règne du roi déjà, et au-delà. En dehors d'un monument en pierre qui a surtout servi à des cultes, à des liturgies, donc qui était surtout un monument dans lequel circulaient un certain nombre de prêtres. C'était un monde fermé. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'à côté de ce temple de pierre, donc, il y a tout un ensemble de bâtiments en bris de terre crue, où là, effectivement, il y avait un ensemble d'activités qui étaient menées par des fonctionnaires rattachés à l'institution royale. Bon. Et il s'agissait surtout, à travers les fouilles, et d'ailleurs ça continue aujourd'hui, essayer de mieux comprendre finalement quels étaient finalement ces quartiers du temple, comment fonctionnait-il, qui s'occupait de ces activités. Alors là, nous avons bien entendu les fouilles qui vont permettre de répondre sur le terrain déjà à un certain nombre de questions, c'est-à-dire l'identification au fur et à mesure de tous ces quartiers qui jusque-là restaient anonymes. Et nous avons la chance aussi d'avoir dans la nécropole thébaine un ensemble de tombes qui sont ceux notamment des fonctionnaires de Ramsès II qui travaillaient dans cette institution qu'était le Ramesséum. Donc il va falloir faire un lien en quelque sorte des hommes entre ce que nous savons sur eux à partir des tombes, puisque dans les tombes, on a tout un ensemble d'informations qui nous sont communiquées par les peintures, les reliefs, les inscriptions, et le lieu où ils travaillaient durant leur vie, c'est-à-dire justement dans le contexte de ce temple. Alors ce lien, il est très important parce qu'il fait finalement revivre les hommes. Un directeur d'une mission archéologique doit évidemment avoir un petit peu le rôle d'un genre de chef d'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, évidemment, gérer ses propres recherches, parce que je suis avant tout quand même chercheur, donc j'ai des comptes à rendre aussi à mon institution de tutelle qui est le CNRS, donc je dois aussi préparer des études, publier des études, mais il y a aussi tout un travail de coordination des recherches, de mise en place de programmes. Bon, alors c'est vrai que lorsqu'on décide année après année d'une mission, quand on sait que cette mission va durer tant de temps, il faut bien savoir comment on va mettre en place les programmes qui vont s'étendre sur 4 mois de recherche. Bon. Alors, ces programmes sont ceux évidemment de chercheurs, bien évidemment, que ce soit d'archéologues, d'égyptologues. Il y a évidemment aussi les programmes à mettre en place qui sont ceux des restaurateurs, de ceux qui vont intervenir au niveau de la valorisation du site. Donc il y a tous ces artisans qu'il va falloir aussi recruter pour la période de la mission. Donc c'est évidemment là un petit côté chef d'entreprise parce qu'il faut à la fois non seulement gérer des recherches archéologiques, donc avoir un aspect purement et simplement scientifique, non, il faut avoir aussi à côté de cela, eh bien évidemment, disons des aptitudes finalement à gérer un petit peu ce qu'est la restauration monumentale, ce qui est aussi valoriser un site archéologique, s'intéresser aussi à tout ce public qui va finalement visiter ces monuments, ce qui veut dire qu'il va falloir aussi réfléchir à une signalétique à mettre en place dans un site comme le Ramesséum afin que tous les espaces soient mieux compris, soient mieux lisibles si vous voulez pour les visiteurs qui vont venir.
Alors bien sûr, on sait très bien qu'il y a encore des années à venir. Il faut préparer aussi cet avenir d'ailleurs parce que bon, les générations se succèdent les unes aux autres. Moi j'arrive à un moment de mon existence où je sais très bien qu'il faudra un jour ou l'autre que je passe le relais. Et ces relais ne sont pas faciles aujourd'hui dans un contexte d'ailleurs qui est un contexte général, mondial, et puis qui est en plus le contexte aussi des perturbations qu'a connues l'Égypte à travers la grande révolution donc, de janvier dernier. Nous avons repris nos activités absolument dans une parfaite harmonie de travail avec nos collègues égyptiens, avec tout notre personnel égyptien. Mais évidemment, la préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de savoir ce que sera l'Égypte de demain. Et là, je pense qu'il est encore un peu tôt pour y répondre.